Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va mettre à jour l'analyse de Ruby suite à la publication de ses résultats annuels. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec le cours de l'action. D'abord, on est sur une action qui est loin, très loin, encore très loin des plus hauts de 2018 à 44 €, on est à 26 € actuellement, mais on a quand même bien rebondi depuis les plus bas de 2022-2023. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action? Regardons cela ensemble. On est sur une entreprise qui fait de la distribution. Donc le chiffre d'affaires, c'est pas vraiment très important. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on a une croissance des volumes, donc est-ce qu'on distribue de plus en plus, et est-ce qu'on a une croissance de la marge commerciale. Donc ici, on n'a pas cette information-là. Tout ce qu'on peut voir, c'est que le chiffre d'affaires est cyclique. Donc bien sûr, on dépend de la variation des matières premières qu'on distribue. Donc pas trop de croissance à signaler sur ce front-là. En 2024, on a 0% de croissance. On fait quelques acquisitions, donc l'entreprise est spécialisée en fait en fusion-acquisition d'entreprises de distribution d'énergie. Leur stratégie, c'est de prendre des petits marchés de niche et puis d'être tout seul sur la niche pour bien générer des cash flows tranquillement. Donc c'est ce qu'ils font, avec un peu de levier pour faire les acquisitions évidemment. Alors on va regarder les marges. Un taux de marge brute qui revient vers la médiane, ça reste plutôt bien. On a souffert de la baisse de la hausse des matières premières en 2021-2022. Ça pénalise en fait le groupe parce qu'il vendra moins de volume quand les matières premières sont en hausse. Quand les matières premières sont en baisse, eh bien il vendra plus de volume et donc la marge brute sera en augmentation. Donc c'est très bien Ruby. Mettons que vous avez un portefeuille avec du Total Energy. Vous profitez de la hausse de l'énergie, vous mettez du Ruby en face, vous profitez de la baisse de l'énergie, en tout cas de la matière première. Donc voilà, c'est un hedge contre la baisse des matières premières. Donc c'est toujours intéressant d'avoir du Ruby sous cette optique-là. On est proche de la médiane de marge brute, du taux de marge brute, donc ça c'est plutôt bien. Donc c'est parce que le prix de matière première de pétrole énergétique a baissé. Taux de marge d'EBITDA, on se rapproche des plus hauts, on a 12,65%. Franchement, c'est plutôt bien pour cette entreprise qui est tranquille et donc le management peut tranquillement augmenter son efficience opérationnelle. Le taux de marge net, là par contre c'est un peu moins bien, on est toujours en dessous de la médiane qui est à 5%, à 6%, là on est à 5,15%. Maintenant il faut plutôt regarder les free cash flow pour Ruby. On est plutôt sur une marge de free cash flow de 6,28% qui rebondit bien depuis les plus bas de 2022, qui est à 2%. Donc on recommence à générer un peu des free cash flow sympathiques. Voilà, ce qu'on voit, c'est qu'on est sur une activité, qui est une activité de niche. Enfin, c'est plein de petites niches à droite et à gauche. On arrive quand même à bien maintenir le niveau de marge. Ça va dépendre des années, mais en médiane, on reste plutôt bon. Donc, on est quand même sur une entreprise qui est correctement gérée, avec le bémol près sur Photosol, l'entreprise d'énergie renouvelable qui, pour l'instant, est un point mort. Alors, on va regarder maintenant la conversion des bénéfices nets au free cash flow. Ça, c'est un point, c'est un point négatif sur Ruby, c'est que ils ont du mal à convertir les bénéfices nets en free cash flow parce qu'ils ont du mal à se faire payer par leurs clients. Il y a souvent des problèmes, par exemple en Afrique, au Kenya, ils tardent à avoir une réévaluation des marges unitaires et donc du coup, ils touchent pas les free cash flow les cash flows opérationnels qu'ils espéraient toucher. Donc voilà, ça se répercute sur le BFR en fait. Vous voyez, le BFR est en dégradation sur 10 ans. On est à 2,5 milliards de dégradation du BFR. Ça pénalise complètement les free cash flow. Si on regarde les dépenses en capital par rapport aux dépréciations et amortissements, on est en plus sur des investissements massifs par rapport aux dépréciations et amortissements. Donc on continue à payer et faire des investissements. Finalement, on n'a pas des free cash flow qui sont des cash flow opérationnels qui sont générés en abondance, en regard de ce niveau de dépenses d'investissement, surtout sur Photosol. Donc là-dessus c'est quand même un point négatif. Ensuite pour les other and cash items, 2 milliards. Il faudra aller voir une tableau de trésorerie de quoi il s'agit. Mais du coup ça explique une bonne partie de cette différence. Il faudra valoriser l'entreprise plutôt avec les free cash flow s'il n'y a pas de dette, mais de toute façon il y a de la dette, donc on va aller regarder ça après. On regarde le rendement des capitaux investis. En médiane on est sur 8%. Et sur la dernière publication, c'est quand même pas mal. On est près de 10% en termes de rentabilité opérationnelle. C'est même plutôt bon, en fait. Et le rendement des fonds propres, on va l'afficher ici, mais je l'avais calculé à peu près 12,5. On va voir si Coefin fait le même calcul que moi. Mais bon rendement des fonds propres aussi, qui est bien aidé, on va dire, par l'effet de levier, également.
Donc eux ils calculent à 12, ouais c'est ça, 12,27, donc 12,5. Donc bonne rentabilité opérationnelle, bon rendement des fonds propres. La publication était pas si moche que ça en fait. Hein. Alors on va continuer avec l'endettement du groupe. Donc Coifin nous met une dette qui est inférieure à 2 fois la dette nette sur EBITDA, et c'est ce que dit le management aussi. Donc on est à peu près à ce niveau-là. La dette est soutenable, toutefois, il y a quand même des charges d'intérêt un peu lourdes, donc le management aurait intérêt à désendetter le dossier. Attention, la dette qui est ici, elle inclut la dette sans recours de Photosol. Donc je l'explique, l'activité énergie renouvelable, ça marche par projet. Et pour chaque projet, on a accès à de la dette à moindre coût déjà, avec des taux d'intérêt plus bas, puisque c'est ESG. On a accès aussi à de la dette sans recours, c'est-à-dire que si le projet foire, eh bien les créanciers pourront seulement saisir les actifs du projet et ne pourront pas se retourner sur les actifs du groupe Ruby sur l'activité traditionnelle. Donc ça c'est plutôt bien. Le groupe a une dette nette sur EBITDA de 1,8 d'après la dernière publication, ce qui reste un peu lourd, mais c'est convenable. Donc d'un point de vue solidité du bilan, on peut prendre ce que dit le management sur la dette hors Photosol, donc 1,4 fois la dette nette sur EBITDA, ce qui est plutôt bien. D'un point de vue frais financiers, même si c'est des taux préférentiels qu'on a pour Photosol, bon, il faut quand même prendre en considération cet endettement à 1,8 fois la dette nette sur EBITDA. Donc ceci étant dit, on n'est quand même pas sur des niveaux préoccupants, on est quand même sur quelque chose qui est sympathique. On a une augmentation de l'EBITDA en plus, hein, donc alors Coifin le calcule à 840 millions, mais pour ce qui est des l'EBITDA, il faut voir les calculs que font Coifin. Le management, lui, a communiqué un RBE qui correspond à l'EBITDA de 715 millions. Bon, toujours est-il que on est sur une augmentation de cette marge, ce qui est plutôt très bon. On est sur un rebond des free cash flow depuis 2021, ça aussi c'est plutôt très bon. On va regarder la rémunération d'actionnaire qui est quand même intéressante chez Ruby. On est sur un dividende de 282 millions qui va être payé. Alors, ce niveau-là, il sera pas reproduit. En fait, on sera en dessous en 2025, puisque dans ce 282 millions, on a les 75 centimes par action de la cession de Ruby Terminal. Donc là, on va être, de mémoire, on va être à 2,03 par action. Si on regarde le nombre d'actions, on est à 100 millions d'actions. Donc voilà, on va être autour de 210 millions de dividendes payés en 2025. Ce qui correspond à la moitié des free cash flow. Mais les free cash flow, pareil, ce calcul-là, à mon avis, il est pas très bon. Moi, j'avais calculé un niveau de payout ratio par rapport au free cash flow de 77%. Donc le dividende, de toute façon, il va plus beaucoup augmenter. On va se retrouver sur un dividende qui va commencer à stagner. Cette année, il va augmenter, pour 2025, il va augmenter de 2,5%. L'année prochaine, on aura quoi, 2%, 1%. Voilà. En fait, on a les free cash flow vont stagner à cause de Photosol. Donc, c'est pour ça qu'il se passe quelque chose sur Photosol pour que on recommence à générer des free cash flow et qu'on puisse augmenter plus le dividende. Bon, à ce niveau-là, on va pas se plaindre non plus. Si on est à 200 millions à la louche de dividendes, quand même, on se retrouve sur un rendement qui est tout à fait intéressant à 7%. Donc, on va pas non plus se plaindre à ce niveau-là. Il va plus augmenter, donc on est à ce niveau de rendement du dividende parce que l'action est complètement décotée, on va le voir par la suite. L'entreprise a fait des rachats d'actions de 25 millions pour 25 millions d'euros de rachats d'actions en 2024. Ce que dit le management dans le communiqué, c'est que c'était pour compenser la dilution liée au plan d'actionnariat salarié. Donc il n'y a pas de rachat d'actions structurel et c'est dommage, et c'est une question qui a été posée par un analyste. Je vous renvoie vers l'article sur le blog où j'ai analysé les questions des analystes. L'analyste demande pourquoi est-ce que vous rachetez pas vos actions. Pour le management, priorité au dividende et pas de rachat d'actions, même si c'est fiscalement plus intéressant. Bon. Coifin nous calcule un rendement d'actionnaire qui est à 10,83%, je pense pas qu'on soit à ce niveau-là. Moi je pense qu'on est plutôt à peut-être 7%, 7,5%, vu qu'il n'y a pas de... Alors si, 10,83 c'est parce que ça inclut le dividende spécial. L'année prochaine on sera autour de 7, 7,5, quelque chose comme ça. Ce qui est quand même tout à fait intéressant. La valorisation maintenant. Alors... on est sur, on va voir ce que nous dit Coifin en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA, mais je crois que c'est à peu près ça. On est sur du 5,2 en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA. Moi je calcule 5,5, à voir ce que met Coifin dans l'EBITDA. Bon, alors, si on se fait sur 10 ans, je pense que c'est un peu triché et c'est un peu ambitieux. Je suis pas sûr qu'on arrivera à retrouver ce multiple-là, parce qu'il y a plusieurs facteurs. En fait, depuis 2020, il y a la montée en puissance de l'ESG, et Ruby, en est exclu pour l'instant avec Photosol, justement, ils essayent de devenir un peu ESG. Et la double peine, c'est que, justement, on fait l'ESG avec Photosol, mais ça ne marche pas du tout pour l'instant. On ne génère pas d'EBITDA avec Photosol, on n'est pas rentable, donc on paye le marché mais un multiple bas à cause de l'échec de cette stratégie. Mais l'activité traditionnelle, elle marche très bien, donc
Bon, alors si on veut être conservateur, on se met sur une période qui inclut le changement de statut de Ruby. On va se mettre sur 5 ans, puisque voilà, ça nous donne à peu près début 2020. Donc c'est à peu près à ce moment-là que le marché a commencé à changer de perception de Ruby et son business model. Ça nous donne un multiple de valeur d'entreprise de 6,6. Valeur d'entreprise sur EBITDA de 6,6 fois les 12 derniers mois. À l'heure actuelle, donc moi je calcule qu'on est plutôt à 5,5, mais bon, c'est à peu près pareil. Ça veut dire qu'on aurait entre 25 et 30% de gains potentiels, de possibilités de réappréciation du cours si on revient vers le multiple historique pour Ruby. Donc ça nous amènerait à un niveau, si on est 30% plus haut, ça nous donnerait, pour être conservateur, allez, ça nous donnerait peut-être vers 30, 31 euros, 32 euros, voilà. Deuxième chose pour Ruby, on ne joue pas, moi je joue comme d'habitude le dossier value classique qui va se revaloriser, et il y a aussi une situation spéciale avec les investisseurs activistes qui sont toujours au capital. On rappelle, il y a Bolloré, Moelis et l'actionnaire historique Ronald Samen qui est maintenant conseil de surveillance. Ils sont toujours en embuscade, donc à mon avis ils sont toujours prêts à essayer de faire une prise de contrôle de l'entreprise. Si les actionnaires activistes prennent le contrôle du groupe, ensuite ce qu'il faudra faire c'est vendre la société à la découpe, vendre des actifs, les absorber, éventuellement si c'est Bolloré par exemple qui prend le contrôle, les absorber dans ces sociétés, les actifs, tout ce qui est distribution, activité traditionnelle, et vendre l'activité Photosol qui du coup pour l'instant ne produit pas, qui n'a aucune rentabilité. J'espère que cette analyse vous intéressait. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.